Bien. Alors, on va appuyer là-dessus. Voilà, là on m'entend. Oui. Donc nous allons démarrer en vous priant de vous excuser pour ce retard. Donc j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Éric Laurent pour la conférence de ce début d'après-midi. Donc Éric Laurent, je pourrais dire qu'on ne le présente pas, mais j'ai quand même envie de dire qu'il est psychanalyste, qu'il est membre de l'école de la cause freudienne, qu'il exerce la psychanalyse à Paris, qu'il est ancien président de l'Association mondiale de psychanalyse, oui. Qu'il est docteur honoris causa de l'université de Cordoba, en Argentine, et qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Lost in Cognition, qui est un ouvrage sur psychanalyse et sciences cognitives, La bataille de l'autisme et L'envers de la biopolitique, pour citer les plus importants. Et je signalerai également quelques-uns de ses derniers articles, notamment dans le numéro d'Ornicar intitulé « Dire », l'excellente revue Ornicar qui sera présentée tout à l'heure, puisque ce matin il a été question du dire. Donc l'article s'intitule « Conjecture du savoir et désir de l'homme », LOM. Je signalerai également dans le numéro de Mental sur l'écologie lacanienne, l'article d'Éric Laurent, L'angoisse du savant et son symptôme, et également son article sur le père contingent ou nécessaire dans le numéro consacré à l'impuissance des pères. Donc sans tarder, pour ne pas perdre de temps, je vais lui passer la parole. Il va parler sous l'intitulé « La singularité et la faille ». Merci Christiane de votre présentation. Et oui, je vais parler sous l'intitulé « La singularité et la faille » avec un sous-titre « Une écriture pour la clinique ». En effet, puisque cette journée nous propose l'articulation de la clinique et de la singularité, cette articulation présente plusieurs antinomies. L'ambition des classifications cliniques est précisément de pouvoir faire prévaloir les regroupements, les types cliniques, au détriment de la singularité. Mais à l'inverse, la singularité est une machine de guerre contre les regroupements cliniques de quelque sorte qu'ils soient. Nous le verrons dans l'historique des usages d'une des plus importantes classifications cliniques contemporaines, le DSM américain. Diagnostic, statistique, manuel. Ces antinomies entre singularité et classification clinique se radicalisent dans la perspective lacanienne, où la singularité n'est pas abordée comme entité, mais comme faille. Nous verrons cependant pour conclure que Lacan a proposé une écriture pour une clinique contemporaine du discours psychanalytique. Cette écriture change le sens et les usages du mot clinique. Alors d'abord, examinons la singularité contre la clinique et l'historique du projet DSM. La publication du DSM-5 en 2013 a été accompagnée de débats virulents au sein de l'American Psychiatric Association autour de réponses à une question. Qu'est-ce qui a donc mal tourné avec le DSM-5? What went wrong with the DSM-5? Aussi bien de la part de ceux qui restent globalement favorables à l'entreprise DSM que ceux qui s'y sont radicalement opposés. Un accord se dessinait sur la rupture opérée par la dernière édition du manuel, mais sans qu'il y ait accord sur la nature
du franchissement opéré. Alors les débats ont eu la particularité de recueillir des points de vue très critiques formulés par d'anciens responsables au plus haut niveau des éditions précédentes. Que ce soit le fondateur de l'ensemble du projet DSM, Robert Spitzer, ou une des 8 personnes à l'origine du DSM-3, comme Nancy Andreasen, ou encore Allen Frances, responsable du DSM-4. Les critiques de Spitzer, lui, portaient surtout sur l'extension hyperbolique des processus bureaucratiques d'élaboration du DSM-5, impliquant des réunions sans fin, des secrets, clauses de confidentialité, hermétisme des comités, retard dans les essais cliniques par pesanteurs divers, etc. Et donc, la qualité clinique aurait souffert de cette hubris bureaucratique. Mais la critique la plus aiguë est venue de celui qui connaissait parfaitement de l'intérieur le fonctionnement du système, le responsable du DSM-4, Allen Frances, qui, au moment même où était publié le DSM-5, a consacré un livre aux effets pervers du DSM. Mais d'abord, avant de le démolir, le DSM-5, il justifie la nécessité de l'ensemble du projet DSM. Sa justification est d'autant plus surprenante que c'est un psychiatre éminent, formé complètement par l'Université de Columbia, qui a un département de psychiatrie orienté par la psychanalyse depuis les années 40. Il est aussi psychanalyste. Et pour lui, le projet DSM-5, DSM dans son pan global, pour lui était crucial et il considère que c'est ce projet qui a sauvé la psychiatrie dans les années 80, en la libérant des confusions et des ambiguïtés au cœur du modèle psychanalytique. Ce qui est astucieux, c'est qu'il remarque que la difficulté de la psychanalyse à inspirer des classifications stables en psychiatrie n'est pas liée à une impuissance contingente. Elle est, dit-il, consubstantielle à son discours. C'est un impossible. Alors lui, il le formule à la formule américaine, le low-key. Il dit le modèle psychanalytique avait tendance à se vouloir un peu un attrape-tout. À une notable exception près, le normal n'y trouve pas vraiment sa place. Pour Freud, nul n'est jamais tout à fait normal, nous sommes tous plus ou moins névrosés. Donc, il considère bien qu'avec ce point de vue-là, il est impossible de classer correctement les diverses rubriques de la psychopathologie. Tout déborde sur tout. Et d'ailleurs, ce que Frances repère sur le ver dans le fruit qu'introduit Freud, c'est ce que Lacan a radicalisé avec son dit auquel nous avons consacré un congrès, tout le monde est fou, c'est-à-dire délire. La thèse de Frances est claire et robuste. S'il n'y a pas de place pour le normal, alors tout est pathologique et la psychopathologie devient inclassable. Au-delà de la nécessité épistémologique donc du projet DSM, il veut ensuite rendre compte de l'échec du DSM-5. Il considérait que le DSM-4 était très bien, que tout allait bien jusque-là. Mais qu'ensuite, entre le DSM-4 et le DSM-5, il y a eu le surgissement de bulles diagnostiques. Il est dit au cours des 15 dernières années, puisque c'est les 15 années qui ont séparé le DSM-4 et le 5, 4 grandes épidémies de troubles mentaux ont éclaté soudainement. Le nombre d'enfants bipolaires a augmenté 40%, les autistes de 30%, les hyperactifs avec troubles de l'attention ont triplé, tandis que la proportion d'adultes éligibles à un diagnostic de bipolarité a doublé.
Donc il considère qu'en 15 ans, des chiffres pareils sont liés à des effets de classification à la dérive. Et ce qui est pour lui la clé du phénomène, c'est que 3 ans après la publication du DSM-4, en 1997, donc les lobbyistes des laboratoires pharmaceutiques ont obtenu une grande victoire aux États-Unis. Ils ont obtenu, et c'est le seul pays au monde où c'est le cas, à pouvoir autoriser la publicité directe des médicaments auprès des consommateurs. Donc à partir de cette date, il n'y a plus de limite du marketing direct auprès des médecins et des consommateurs, de toutes les métaphores inventées par les publicitaires de la santé. Le succès du déséquilibre chimique pour rendre compte de toute chose en psychopathologie n'aura plus de borne. Donc le rôle de Big Pharma dans la surmédicalisation et la promotion de la médicalisation de la vie est central pour Allen Frances. Il y ajoute le poids des associations de parents qui veulent avoir accès à des services appropriés pour leurs enfants, accès auquel seul le diagnostic donne droit, et il faut le meilleur diagnostic, celui qui donne accès au plus de droits est le diagnostic d'autisme. Donc les associations de parents militent pour que le diagnostic soit le plus généreusement attribué de façon à avoir des droits pour leurs enfants. Et enfin, le rôle des associations de consommateurs qui cherchent à regrouper toujours plus d'adhérents autour d'une classification particulière. Donc, le poids respectif des différents facteurs du contexte peut se discuter, mais le résultat final est indéniable. D'une certaine façon, le contexte est venu à bout du texte. Et on a, c'est la surmédicalisation. Ce dont Frances fait un phénomène de civilisation, je le cite, à mesure que notre monde se globalise et s'homogénéise, s'amenuise aussi notre tolérance à l'égard de l'excentricité ou de la différence, et que nous avons du coup tendance à médicaliser. Donc les bulles diagnostiques sont pour lui un simple effet de cette nouvelle approche civilisationnelle. Contre la normalisation, Frances met son espoir dans la reconnaissance d'une plus grande place pour le normal, qui réduirait l'extension du pathologique. Voyons maintenant phénomène inverse, la clinique contre la singularité et ses signifiants maîtres liquides. Le normal fonctionne pour Frances comme un obstacle épistémologique, l'empêchant de reconnaître la place du sujet. Il reste attaché à l'individu dans sa normalité, au sein du collectif de la classification. Or, comme le note Lacan dans une phrase brillante comme un diamant, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Il y a donc, lorsqu'il prononce cette phrase à la fin des années 40, on parlait encore d'inconscient collectif, et donc le collectif n'est rien, c'est au moins cette thèse, il n'y a pas d'inconscient collectif, mais que le sujet de l'individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des individus, il n'y a pas d'individus isolés au sens libéral du terme. Pour nous, à suivre Lacan, chaque individu est traversé par un effet sujet et par là articulé au seul lieu commun, le lieu de l'autre. Il y a deux facettes de la question du sujet qui se révèlent dans les classifications diagnostiques. Le sujet est-il ce qui peut trouver une place ubiquitaire dans la classification, ou le sujet est-il ce qui échappe à toute classification? En fait, il est à la fois partout et nulle part. Le sujet de l'inconscient lacanien est repérable à partir de ce qui cloche, et justement, les classifications clochent. Quelles qu'elles soient, des glissements se produisent sans cesse
donnant lieu à ce qui a été nommé par des statisticiens l'effet savonnette. Les classifications ne sont pas des concepts qui, eux, sur lesquels on peut fermer la main, elles échappent comme la dite savonnette qui glisse. Les sujets s'emparent des catégories qui leur sont proposées par les spécialistes pour en faire un usage hors étiquette, off-label, comme on dit, et pas seulement pour les médicaments. Et on le voit pour les 3 catégories cliniques qui ont formé les bulles classificatoires, bipolaires, autistes et hyperactifs. Je ne sais pas pourquoi. C'est une nouvelle catégorie. Voilà. C'est une catégorie que je trouve qui devrait figurer. Absolument. C'est un effet que l'épistémologue Ian Hacking avait nommé le looping effect, l'effet de boucle. Le sujet s'empare et se revendique de la catégorie avec laquelle on le ségrègue. Les bulles diagnostiques doivent beaucoup à ces effets d'emballement, et ces bulles s'accompagnent très bien du caractère incertain de certains des diagnostics favoris, comme celui du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est le trouble qui est le plus incertain dans son fondement, bien qu'il soit le plus répandu mondialement, et qu'il résiste à toutes les critiques fondées qui lui sont adressées. Il y a toujours 10% de plus de TDAH par an, quelle que soit la critique. L'effet identificatoire produit par les catégories fait que les sujets parlent d'eux-mêmes dans la langue du spécialiste qui se voudrait métalangage. Et là, le dit de Lacan, selon lequel il n'y a pas de métalangage, se vérifie une fois de plus. Il n'y a pas de séparation nette entre ce qui serait la langue dans laquelle se dit le symptôme et les métacatégories utilisées pour le saisir. Certains s'enthousiasment sur ce régime identificatoire nouveau. C'était le cas de Ehrenberg que vous avez entendu ce matin, qui, dans un ouvrage, La mécanique des passions, disait, dans une sorte d'automédicalisation où la popularité des catégories du DSM joue un rôle patent, les propos spontanés ressemblent à s'y méprendre au discours des médecins. Le DSM a inventé un régime de revendication clinique et d'identification pathologique d'un nouveau genre, qui rompt avec la confidentialité traditionnelle du diagnostic psychiatrique. Oui, enfin, il faut tempérer cet enthousiasme en constatant que cela ne vaut pas pour toutes les classifications. On se dit volontiers bipolaire, hyperactif ou autiste de haut niveau. On qualifie volontiers tous ses ennemis de pervers narcissiques, mais on utilise peu la catégorie de schizophrène paraphile pour se désigner soi-même. Les catégories auxquelles on s'identifie facilement fonctionnent en fait comme des signifiants maîtres. À ces nouveaux signifiants maîtres répondent d'ailleurs en S2 les témoignages des sujets qui proposent leur cas comme exemple de narration, de modalité de vie, avec un diagnostic vécu de façon singulière, et ce type de récit traverse maintenant tout le champ clinique. On pourrait aussi ajouter que le discours psychanalytique avait, avant les signifiants maîtres DSM, avait réussi aussi à faire des catégories cliniques issues de la clinique psychiatrique, des signifiants maîtres dans lesquels les sujets se reconnaissaient avec jubilation. C'était le cas des diagnostics comme hystérie et obsession. Les catégories identificatoires et les récits ne cessent pas pour autant de glisser. Un étrange sociologue, Zygmunt Bauman, distingué par le pape François, s'est rendu célèbre pour avoir qualifié notre époque de liquide. Il reformulait là le célèbre dit de Marx, selon lequel le capitalisme fait passer les liens les plus solides et les plus anciens en fumée, comme dit le texte français. Alors que le texte allemand, alles Standische und Stehende verdampft, a plus à voir avec l'évaporation, le gazeux. Il fallait trouver un mot pour qualifier les effets de notre modernité, Bauman l'a trouvé, le liquide.
Les nouvelles identités et les nouveaux signifiants maîtres, qui se proposent aussi dans les classifications, sont marqués par le transitoire et le précaire, par la fugitivité, Vergänglichkeit, pour reprendre un adjectif freudien. Venons à une fonction de la clinique d'avant le discours psychanalytique, qui, par rapport à la psychanalyse, peut faire fonction de surmoi. La classification clinique, dans la mesure où elle a l'ambition de valoir pour tous, a une dimension de surmoi. Il y a une gourmandise surmoïque dans la volonté de la clinique de faire disparaître les exceptions. On retrouve là que l'universel est au service de la volonté de jouissance, comme dit Jacques-Alain Miller dans sa théorie de Turin. C'est un point sur lequel doit veiller le psychanalyste lors des supervisions. Souvent, le supervisant s'enthousiasme et pense que la singularité de l'inconscient peut soulever les montagnes de la clinique et faire mentir le savoir accumulé sur la répétition et la régularité clinique. Par exemple, la fréquence du passage à l'acte dans les psychoses passionnelles, la régularité du passage à l'acte dans les érotomanies. Rappeler la clinique peut à l'occasion doucher des espoirs excessifs et rappeler de dures réalités. Il faut se garder d'en faire un usage surmoïque. Le savoir clinique est nécessaire lorsque l'acte analytique doit être tempéré par les exigences thérapeutiques. Lorsqu'il y a analyse comme telle, alors l'antinomie entre clinique et singularité peut atteindre sa plus haute intensité. Si les identités chavirent si profondément, bien que toujours différemment, c'est qu'il n'y a que des identifications, parce qu'il n'y a pas d'identité qui tienne. L'identité est en crise de façon fondamentale, car se croire un est une illusion, une passion ou une folie, selon les diverses façons dont Lacan a pu nommer le narcissisme. Dès 1946, et son texte sur la causalité psychique, Lacan le souligne. Les premiers choix identificatoires de l'enfant ne déterminent rien d'autre que cette folie par quoi l'homme se croit un homme. Fin de citation. Se croire un est fortement désigné comme passion narcissique. Citation encore de 46. Cette illusion fondamentale dont l'homme est serf, bien plus que toutes les passions du corps au sens cartésien, cette passion d'être un homme, dirais-je, qui est la passion de l'âme par excellence, le narcissisme, lequel impose sa structure à tous les désirs, fût-ce au plus élevé. Jusqu'à quelle heure? Vous avez le temps. Vous finissez tranquillement. Le sujet de l'inconscient, lui, est ponctuel et évanouissant. À rebours des identifications. C'est pourtant lui que les discours cherchent à nommer d'une façon ou d'une autre. Le discours politique, le discours du maître, fait de l'identification la clé d'une capture. Comme l'a souligné Jacques-Alain Miller, que dans un texte qui est un entretien donné à la revue Cité, le cite, aux yeux de Lacan, la politique procède par identification. Elle manipule les signifiants maîtres, elle cherche par là à capturer le sujet. Celui-ci, il faut le dire, ne demande que ça, étant comme inconscient, en manque d'identité, vide, évanouissant. La psychanalyse, comme pratique, va contre les identifications du sujet. Elle les défait une à une, elle les fait tomber comme les peaux d'un oignon,
et de ce fait, elle rend le sujet à sa vacuité primordiale. Fin de citation de Jacques. C'est à partir de là que dans la pratique de la cure peut se penser une traversée du fantasme en prenant appui sur le désêtre du sujet. Nous voyons bien l'opposition entre les deux régimes, entre identité et identification selon les discours. La façon dont le discours du maître veut donner consistance à l'identification s'est trouvée mobilisée de façon cruciale par la politique des identités, comme elle s'est appelée, au pluriel. Il s'agit, sous cette rubrique, de remplacer les grands récits politiques par les récits fragmentés de la conquête de l'égalité des droits entre différentes communautés dont se réclament les sujets, que ce soit minorités sexuelles, minorités raciales, dites racisées, et faire de l'égalité des droits des différentes minorités un grand récit politique semble un des enjeux majeurs du discours politique contemporain, donnant lieu à une sorte de prolifération des récits. Mais la prolifération des noms, des récits, des communautés recouvre la faille fondamentale du sujet de l'inconscient et de la mentalité au sens de Lacan. Je cite, Lacan, ça n'est pas du tout identitaire la maladie mentale, c'est plutôt la mentalité qui a des failles. La faille de la mentalité rouvre un trou dans les discours. Et la puissance propre du discours psychanalytique procède autrement que le discours du maître pour rappeler les sujets à la singularité de leurs désirs, de leurs fantasmes, de leurs symptômes. Il ne fournit pas de signifiant maître nouveau. Il veut séparer le sujet de ses signifiants maîtres pour isoler la différence absolue. C'est là où le projet psychanalytique de rappeler chacun à la singularité de son délire, selon le dit de Lacan, surmonte le projet d'Allen Frances qui voulait, lui, sauver la normalité. Nous souhaitons, à l'inverse, en détruire radicalement les prestiges. Rappeler que tout le monde est un peu malade, décentré, décalé, excentrique, nous permet de faire entrer le sujet en scène qui est là dans tout individu. Les façons propres d'organiser sa jouissance, la singularité du fantasme, la singularité du mode de jouir de chacun, trouvent à s'ordonner à partir du corrélat fantasmatique entre le sujet et son plus de jouir. C'est cette existence qu'il s'agit en tout discours de faire valoir. Venons-en donc à la façon dont Lacan résout la difficulté entre cette singularité atopique et un discours possible. Il en propose une version dans un texte de 1975. Introduction à l'édition allemande des écrits. Il y constate, n'antinomie, il y a des types de symptômes, il y a une clinique. Seulement voilà, elle est d'avant le discours analytique. Si celui-ci y apporte une lumière, c'est sûr, mais pas certain. La lumière, on voit, la lumière, c'est une lumière, comme notre français, c'est une lumière assez destructrice. Y compris dans le texte de Lacan, tout le monde délire, c'est assez destructeur. D'autre part, dans le texte de 75, Lacan note que d'autre part, le discours psychanalytique, lui, permet de livrer à l'analysant le sens de ses symptômes. Mais
les expériences, elles, de l'analyse, ne sauraient s'additionner. Et ça, c'est une certitude. Lacan se pose donc la question de ce qui peut relier ces épars désassortis, ces sujets qui ont chacun accès au sens de leurs symptômes, mais sans rapport l'un avec l'autre. Si jamais on fait des types, le type vient toujours de l'extérieur. C'est le regard du discours du maître sur le sujet, qui essaye de les classer, ces sujets qui fuient. Et entre eux, là qu'on note les difficultés, ceux qui relèvent d'un même type n'ont pas de sens commun. Ils ont chacun le sens de leurs symptômes, mais il n'y a pas le sens commun, celui que voulait Aristote. Les sujets, donc il note, les sujets d'un type sont donc sans utilité pour les autres du même type. Donc comment faire? Ce qui peut relier les sujets ne passe pas par la voie du sens, mais par l'objet. Et là, Lacan donne une nouvelle version de son dit « Le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel ». Les discours se tiennent collectivement. Et les discours font lien social. Ils opèrent une torsion sur le particulier du symptôme de la clinique. Au niveau du particulier, il y a le symptôme hystérique. Mais au niveau du lien social, au niveau collectif, il y a le discours hystérique. Ce discours se caractérise parce qu'il soutient l'existence de la femme dans son opposition à l'homme. De même, au niveau du particulier du symptôme, il y a l'obsession. Au niveau du collectif, il y a le discours de la religion. Et c'est pour ça qu'il dit, il est concevable qu'un obsessionnel ne puisse donner le moindre sens au discours d'un autre obsessionnel. C'est même de là que partent les guerres de religion. Donc, du côté de l'hystérique, le discours collectif, selon le principe de Massen psychologie que rappelle Jacques-Alain Miller dans sa théorie de Turin, n'est-ce pas? Le discours collectif, en général, met un objet en commun pour provoquer l'identification. Ça, c'est la formule générale. Mais dans le cas de l'hystérie, ce qui est le particulier de ce discours, c'est qu'il met en commun le manque pris comme objet. Je cite Lacan, « Il n'y a pas de sens commun de l'hystérique, et ce dont joue chez eux ou elles l'identification, c'est la structure et non le sens, comme ça se lie au fait qu'elle porte sur le désir, c'est-à-dire sur le manque pris comme objet, pas sur la cause du manque. » Tout ça mériterait 1h30 de... Mais globalement, simplement, on voit que la transmission dans la psychanalyse ne peut pas se faire par la voie du sens, mais par la structure de l'inconscient. Et là, cette structure de l'inconscient, quand Lacan dit la structure, dans le sens, c'est la structure de l'inconscient qui inclut le non-rapport sexuel, le sujet supposé savoir et l'amour qui s'adresse à ce savoir. L'inconscient articule l'absence de savoir sur ce qu'est la femme pour l'homme, l'absence de rapport sexuel,
et le plus de jouir qui s'en dépose. Donc, la clinique, d'après le discours analytique, ça n'est pas la clinique d'avant, plus ou moins limitée aux catégories cliniques utilisées par Freud, et uniquement elle, 5 en tout, ou bien la clinique classique, vaguement complétée d'ajouts proprement psychanalytiques, comme l'acting out, par exemple, qui est inconnu de la clinique psychiatrique. La clinique, d'après le discours psychanalytique, selon Lacan, est d'une toute autre ampleur. C'est l'écriture des discours proprement dits. Ces discours n'ont de rapport avec la clinique d'avant la psychanalyse qu'en un point. C'est la façon dont la question posée par l'inexistence de la femme a été saisie par la clinique classique. Elle l'avait attrapée par la catégorie de l'hystérie. Et c'est pour ça que Lacan peut dire que les types cliniques relèvent de la structure, voilà qui peut déjà s'écrire, quoique non sans flottement. Ça n'est certain et transmissible que du discours hystérique. À rebours de l'intuition, je prends pour preuve de la certitude qui s'obtient du discours de l'hystérie le fait que l'hystérie est sortie maintenant des classifications psychopathologiques. Cette sortie des classifications est liée au déplacement de la question de la femme qui a été déplacée après la mise au jour du discours psychanalytique. La clinique psychiatrique ne peut plus saisir la place de la femme à partir de l'hystérie. Elle le fait encore à partir de catégories comme la dépression, puisque la dissymétrie entre les sexes sur cette affection reste indépassable. Quel que soit le changement de statut sociologique des femmes, il y a toujours 2 fois plus de femmes déprimées que d'hommes. Donc, plus d'hystérie dans la psychopathologie, mais un discours de l'hystérie qui maintient la possibilité de l'universel côté femme. Le relais est passé et le discours de l'hystérie peut s'écrire à côté des 3 autres. La clinique d'après le discours laisse donc la voie pour le dégagement et la production de la différence pure. Avec les discours, Lacan réussit à trouver une écriture pour la clinique en psychanalyse, à rebours de l'identification ségrégative, une écriture qui permettrait de noter, non sans flottement, le passage de l'ancienne clinique à la nouvelle. Quand Lacan dit non sans flottement, il me semble que c'est ce qu'il allait lui donner l'élan pour poursuivre, essayer de réduire le flottement, et c'est avec les nœuds qui allait lui permettre encore le renouvellement de cette écriture, qui permet de centrer la différence à l'envers des massifications de la biopolitique. Merci. Merci infiniment à Éric Laurent pour cette conférence qui amène des thèses fortes sur l'évolution de la clinique psychiatrique. Alors je pense qu'on peut prendre un moment pour la discussion. Je vais sans tarder passer la parole à Clotilde Leguil, qui est discutante à cette table. Mais avant, je voudrais juste faire une remarque et donner une référence. Une remarque sur le DSM, c'est-à-dire que à entendre le glissement permanent des catégories que vous avez décrites, on peut s'étonner du fait que subsistent encore les termes de la psychiatrie classique, même s'ils sont désarticulés à leur origine clinique de départ, ils sont quand même tous présents. Enfin, la terminologie, en tout cas, elle y est, s'agissant des délires, s'agissant des hallucinations. Enfin, on peut s'étonner que quand même ce lien à la psychiatrie classique demeure, ne serait-ce que par la terminologie,
Et on peut se demander ce que ça va devenir avec le raz-de-marée neuro, avec la thèse, le paradigme neuro. Avec le paradigme neuro, le paradigme scientifique, le projet DSM, effectivement, se retrouve dans une impasse complète, puisque il a été publié il y a 10 ans, et au moment même de sa publication, le responsable de la recherche scientifique aux États-Unis a constaté que ce texte, après 15 ans d'attente nouvelle par rapport au DSM-4, ne changeait à peu près rien. Et il notait que c'était 15 ans perdus. Et que, à partir de maintenant, que la recherche scientifique allait uniquement se fonder sur des données objectives. Et donc, se fondant sur un tout autre projet, extrait des mains de l'American Psychiatric Association, confié à des organismes indépendants, s'appelant Research Domain Criteria, RDoC, qui sont uniquement, constituent une gigantesque base de données qui ne contient que des éléments objectifs, scientifiquement mesurables. Il n'y a plus un élément de la langue ordinaire, sinon dans la classification. Mais c'est la classification de domaine, ou de classification de zones d'activité, classification de comportement objectivable. Et donc c'est une rupture complète avec les termes, en effet, de la langue ordinaire et de la langue classique. On rompt les amarres, et depuis 15 ans, le Research Domain Criteria est le seul critère maintenant d'évaluation pour les médicaments, etc. Le résultat le plus probant, c'est que tous les laboratoires ont fermé leur département de recherche. Il n'y a plus de département Big Pharma, il n'y a plus de département de recherche dans les psychotropes, en considérant qu'actuellement, l'état de la science est tel que c'est gâcher beaucoup d'argent pour des médicaments qui ne font qu'améliorer à la marge. Et n'est-ce pas, tous les espoirs fondés sur, il y a d'un côté les espoirs fondés sur la kétamine, qui était déjà utilisée, mais qui est, c'est le cas de le dire, un remède de cheval, puisque c'était un anesthésiant vétérinaire, et qui a été bricolé ensuite, amélioré à la marge, mais pour un usage humain, et puis surtout les espoirs fondés sur la stimulation électrique directe, qui sont à peu près les seuls, la pharmacopée actuellement proposée à l'avenir aux psychiatres. Donc c'est une situation très délicate, qui est en effet que traverse la psychiatrie contemporaine, et qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec la crise des vocations. Donc, il n'y a pas une discipline où il n'y a pas un médicament nouveau depuis 50 ans. C'est pour les jeunes qui vont y mener leur vie, ce n'est pas une perspective extrêmement enthousiasmante. Et on a une crise des vocations qui n'est pas simplement liée à l'absence de moyens, qui est par ailleurs un drame de la psychiatrie, mais il y a par ailleurs, sur l'ensemble de la planète, ce problème. Oui, ma deuxième remarque, c'était une référence que je voulais signaler à notre auditoire sur un exposé que vous aviez fait en 2005 dans le cadre de l'orientation lacanienne, l'autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique. Vous aviez développé également le rapport entre identité et identification. Alors je voulais le signaler parce que c'était particulièrement lumineux. Vous l'aviez évoqué à propos des théories du genre. Vous aviez évoqué leur prétention à pouvoir résorber la multiplicité des identités de jouissance dans la pluralité des genres sans reste. Et donc, vous aviez montré que c'était en fait un renversement des identifications qui se font prendre pour des identités. Voilà, donc je signale cette intervention. Je vous remercie. En effet, je le reprends, je persiste ici. Oui, du coup, je signale aussi, puisque vous avez prononcé, Éric Laurent, la formule d'identité en crise,
un article que vous aviez écrit pour Mental, Identité en crise, justement sur la question crise identitaire et triomphe des religions, puisque vous avez évoqué aussi la question de la religion. C'est le Mental 34. Oui, alors je voulais d'abord pointer ce que vous nous apportez relativement à la question de la singularité, puisque c'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Vous nous montrez que la singularité, ce n'est pas... Enfin, la singularité telle qu'on l'entend depuis la psychanalyse, telle qu'on en fait l'expérience aussi, depuis l'expérience d'une analyse, ce n'est pas en effet le diagnostic qui va permettre de nommer le malaise qu'on éprouve, par exemple, bipolaire, TDAH, alors c'est hypersensible aussi qu'on entend aujourd'hui. Oui, c'est vrai, pas hyperaffectif, voilà, mais c'est hypersensible. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus la singularité pour nous, ce n'est pas non plus l'identité qui va permettre de nommer peut-être un certain sentiment de marginalité et de trouver dans une nomination identitaire où loger cette marginalité. Non, la singularité, en tout cas c'est ce que vous avez introduit dans votre titre et entre les lignes aussi de votre exposé, elle a à voir pour nous avec la faille, avec la question de la faille. Et la faille, je dirais qu'on pourrait la définir à partir de l'intime, mais ce n'est pas l'intime au sens psychologique, mais c'est l'intime au sens d'une extériorité de l'intime. Damien Guionnet citait cette définition lacanienne de l'extimité dans le séminaire 7, et ce qui fait que nous sommes confrontés à une faille, chacun en notre être et en notre corps, c'est cette expérience de l'extériorité de l'intime, précisément, qui fait qu'on ne peut pas se ressaisir en un point où on rejoindrait son être, parce que quelque chose de notre intimité est pris à l'extérieur. Et donc, je trouve que ce lexique de la faille, il est aussi précieux parce qu'il répond à un autre lexique qui est assez à la mode aujourd'hui, qui est celui de la vulnérabilité, de la fragilité. Voilà. Et alors, nous, on ne va pas prendre les choses du côté d'une vulnérabilité qui sera en quelque sorte par nature, hein, mais du côté plutôt d'une faille de structure. Ensuite, peut-être une première remarque pour une question. Vous nous avez montré à quel point il y a tout de même une certaine appétence, un certain goût pour ces diagnostics aujourd'hui, et les individus, plus que les sujets, eux-mêmes vont, s'y loger volontiers, se présenter depuis ces diagnostics comme s'ils consentaient à ce que Lacan appelait l'aliénation la plus profonde que la civilisation scientifique impose au sujet. C'est ce qu'il dit dans Fonction et champ de la parole et du langage déjà. Et ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans un moment où il y a une grande sensibilité à la question des abus de pouvoir, de l'emprise, de ce que Eva Illouz appelle aussi le pouvoirisme. Mais la question de cette emprise du discours de la science sur le sujet, elle semble vraiment constituer un point aveugle. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un consentement à se laisser définir par une langue qui évacue totalement la possibilité même de donner la parole au sujet. Je vais peut-être commencer par là. Est-ce que vous voulez dire ? Oui, très volontiers. Ce consentement à la science doit être tempéré. Nous venons de voir que pendant l'épidémie du Covid, il y avait 25% de la population qui ne consentait en rien à la science. Et à l'évidence qu'on attrapait le virus, s'opposait, on avait 25% d'irréductibles dans tous les sondages constatés. Dans les pays, aux États-Unis, on voit que Trump peut nommer
ministre de la Santé, quelqu'un qui doit être, on peut, je crois, sans exagération diagnostique, considéré comme un fou furieux, qui, quand même, 80 prix Nobel disent que quand même cette personne est quand même insensée, et c'est le choix. Celui qui a incarné la science, Fauci, pendant toute l'épidémie aux États-Unis, est voué aux gémonies, c'est tout juste s'il ne doit pas bénéficier d'un système de protection par le FBI. Donc, l'idée du consentement de la science, c'est double. Il y a à la fois un aspect, disons, les sujets s'emparent des catégories par lesquelles on les désigne, avec cette jubilation destructrice, d'une certaine façon. Je suis bipolaire, j'exige maintenant que vous me renouveliez mes droits, etc. D'où le rapport particulier dont les collègues qui sont psychiatres témoignent du changement de clientèle, opérer le consumérisme, où des sujets viennent voir des psychiatres, mais en le destituant leur savoir. Ils ne viennent pas voir un psychiatre, médecin, pour lui demander son avis. Ils l'ont déjà. Je suis bipolaire, donnez-moi le médicament, sinon je mets le feu à votre cabinet. Ça donne, ou bien le renouvellement, le médecin fonctionnant comme distributeur de médocs et d'ordonnances diverses, etc., sous une certaine menace. Où disons, la destitution de l'élite par une sorte de populisme consumériste s'accompagne c'est utiliser de la science contre l'élite, si je puis dire, en destituant le savoir, avec des mouvements très particuliers, comme ce refus globalement de la science d'une partie très importante de la population. On sait que la science est bien jolie, mais on sait que tous les systèmes universitaires du monde, quels qu'ils ont été, on n'arrive pas à diplômer plus de 30% de la population. On n'arrive pas à diplômer plus de 30% du Lazare. On s'y est pris de tas de façons, avec des systèmes égalitaires, les systèmes des pays du Nord, de la Finlande, etc. Il y a une sorte de plafond. Ce qui veut dire qu'il y a 2 tiers de la population qui, précisément, ne rentreront pas dans ce rapport-là avec le savoir. Et ce qui donnera un certain rejet. Et qu'on a, si je puis dire, on a ces mouvements très mouvants, très intéressants à suivre d'ailleurs. Pas seulement intéressants, par moments effrayants, qui doivent faire partie de notre... qui font partie, je trouve, de notre situation de sujet. Alors, je voulais reprendre aussi effectivement la faille, l'entité et la faille, sur le point... Lacan utilise disons le cristal de la langue française pour faire valoir effectivement tout ce registre entre le faux, il faut de l'impératif, du devoir, avec la faille et ce qui manque. Avec précisément de dire le sujet de l'inconscient est à la fois faille, c'est l'envers de ce qu'il a dit quand il dit le sujet de l'inconscient a un statut éthique, un vouloir être. Et qu'au fond, on a ces 2 registres. C'est à la fois, ça n'est pas un être, c'est un vouloir être d'un côté, un statut éthique et non pas épistémologique, et de l'autre côté, c'est ce qui fait défaut.
c'est ce qui n'est inscriptible que d'une barre, que d'une la marque de ce qui vient simplement marquer ce qui manque. Oui, sur l'éthique, justement, donc à la fin de votre intervention, vous creusez cette antinomie entre clinique et singularité, en disant que finalement, dans l'expérience d'une analyse... Mes excuses, je rencontre quelques problèmes de connexion. On a une IA à nos côtés. Qui s'excuse en plus. Donc, oui. Pardon. Non, je me disais que cette antinomie, elle permettait peut-être de saisir aussi cette question de l'éthique au-delà de la clinique, c'est-à-dire une éthique qui a à voir avec ce qu'il y a de plus radical dans la singularité et qui ne relève pas des types de symptômes. Parce que vous avez apporté cette citation de Lacan de 1975 que j'ai trouvé aussi, enfin je trouve que c'est précieux aussi de le dire comme ça, puisque quand on fait l'expérience de l'analyse en tant qu'analysant, on n'expérimente pas soi-même son symptôme comme étant hystérique ou obsessionnel. On peut se dire ça peut-être en dehors de l'analyse, mais l'expérience de l'analyse, c'est pas du tout l'expérience d'un type de symptôme. Et donc, je trouvais intéressant de définir aussi la singularité depuis un au-delà, en fait, de cette référence au type de symptômes, bien que vous ayez pu dire aussi que, par exemple, dans la pratique du contrôle, ça peut être utile aussi de se référer tout de même au type de symptômes pour s'orienter par rapport à certains phénomènes qui peuvent surprendre. Voilà. Donc, peut-être vous pouvez dire quelque chose sur cette clinique. Est-ce que c'est cette clinique d'avant la psychanalyse, d'où viennent finalement le repérage des types de symptômes et la pratique de la psychanalyse aujourd'hui qui n'est pas fondée sur ce repérage des types de symptômes, mais sur cet abord du plus radical de la singularité. Oui, si vous voulez, c'est précisément, c'est ça voilà où est l'enjeu. Il est clair que cette tension entre la clinique, disons, contemporaine du discours de la psychanalyse, la clinique des discours, et la clinique d'avant la psychanalyse, la clinique classique, matinée, enfin, clinique classique, modernisée, si vous voulez. Il y a là une tension qui est cruciale, puisque on ne peut pas pratiquer la psychanalyse en ignorant complètement la clinique d'avant. On peut la connaître mal. Mais il faut quand même connaître un peu. Et très vite, ceux qui se lancent voient la nécessité d'avoir les repérages que donne la clinique, mais d'avant la psychanalyse. Et en effet, ça doit être distingué de ce qui est la clinique, qui est, elle, contemporaine de la psychanalyse, avec la visée de la différence absolue, c'est-à-dire d'un sujet qui serait l'absolu, là, doit être mis. Qu'est-ce que serait qu'un sujet vraiment séparé totalement de ses signifiants maîtres? C'est un état du sujet considéré comme, disons, produit idéalement, mais qui est tempéré par le fait que, d'accord, il est séparé de ses signifiants maîtres, mais il est quand même accroché à ses restes symptomatiques. Et qu'on n'a pas un sujet qui est... Mais cette tension, c'est que les discours permettent à Lacan de
faire tenir ensemble, faire des liens entre sujets possibles, qui puissent encore avoir des sujets qui puissent se parler. Parce que sinon, le sujet totalement isolé, c'est qu'il n'a plus rien à dire à l'autre. Enfin, il est séparé de l'autre, il n'a plus rien à dire à un autre sujet du même type, puisqu'ils ne se comprennent pas. Donc, il faut trouver un mode de lien, et il y a le lien, qui permet d'inscrire avec les formules S1, S2, S bar et petit a, on peut inscrire le sujet de la différence pure, corrélé à son plus de jouir, inimitable, qui lui aussi est de registre de la singularité, accroché au lieu de l'autre au S1, S2, il est possible de le faire, et donc de rendre compte qu'il y a quelque chose, comme ce que Freud appelait la civilisation, un espace, disons, commun, un lieu de l'autre tout de même, dans lequel quelque chose est en commun. Parce que sinon, la perspective du sujet réduit à sa différence pure, on ferait alors les parts totalement désassorties, accordées à rien. D'où et dans la pratique elle-même, savoir en quoi le sujet analysant relève de la clinique d'avant la psychanalyse, effectivement donne tout de même les marges dans lesquelles la production de la différence va pouvoir s'opérer. Par exemple, savoir que dans ce qui relève de la catégorie de la clinique ancienne, qui était comme l'hystérie, le sujet de l'hystérique étant accroché à l'autre d'une certaine façon, il est possible à un moment donné de la bonne façon de faire bouger la dite position de neutralité, la position un peu mortifiée du psychanalyste. Il est bon que quel que soit, il soit un peu plus vivant quand il le faut. Mais avec un sujet obsessionnel, la même manifestation de vivant un peu trop déplacé, là, rentre en opposition avec le sujet. Ça se sait, il n'y a pas d'avant la psychanalyse. La pratique psychiatrique avait déjà noté ces registres différents. Ce que Lacan a fait, c'est qu'il a rendu compte, du point de vue du discours psychanalytique, donc il y a des choses à savoir, mais qui relèvent de la clinique d'avant. Et c'est très dur pour les psychanalystes de faire le deuil de cette clinique. C'est ce qui fait qu'il y avait régulièrement, enfin dans les années 50, 60, 70, régulièrement il y avait des associations de psychiatres, psychanalystes qui pondaient des projets de classification qui incluraient le sujet psychanalytique, etc. Et proposant toujours de réformer les classifications psychiatriques. Bien entendu, ça n'a eu aucun succès auprès de la psychiatrie comme telle, qui a considéré ces pratiques comme bizarres, mais elle témoigne de la difficulté de faire le deuil. Et en effet, il faut s'appuyer sur une clinique, mais tout en sachant que vouloir fabriquer une classification d'inspiration, comme on disait, d'inspiration psychanalytique est un projet en impasse. Mais il n'empêche pas moins qu'il faille se plonger dans les organisations de la clinique classique, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les départements de psychanalyse, on enseigne et on transmet les arêtes fondamentales qui doivent être retenues de cette clinique. Peut-être juste une dernière petite question très courte, puisque vous avez évoqué à la fin de votre intervention le fait que le discours psychiatrique, la clinique psychiatrique plutôt, ne pouvait plus loger la question de la femme.
et que l'évacuation de la référence à l'hystérie en témoignait, on peut dire que le féminisme ne loge plus vraiment, ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a jamais logé, la question de la femme non plus, disons autrement que en termes d'un côté de revendication de droit ou de dénonciation de certaines violences. Et donc, finalement, on a le sentiment que seule l'expérience de la psychanalyse fait une place à cette question de la position féminine de l'être, pour reprendre un titre de votre cours. Enfin, modulerai le point. Il me semble que, disons, par l'exfiltration de toutes les catégories de ce qui relève de l'autodétermination, de la position sexuée. Effectivement, les classifications psychopathologiques essayent d'évacuer la question de la façon dont jusque-là, en effet, à partir du XIXe siècle, la question féminine a été située dans le développement de la clinique de l'hystérie, qui était légère persécution. Donc, la façon dont maintenant ça a été sorti des classifications, on peut dire que ça échappe. Mais je ne dis pas pour toutes les catégories, puisqu'il y a encore des dissymétries, même sexuées, très importantes. En particulier, donc, c'est la catégorie de la dépression qui fait que là, il y a une question sexuée qui n'a pas... On n'arrive pas à traiter ça comme un problème d'égalité. On ne peut pas ramener ça dans les proportions. De même, on peut dire que l'autisme, par exemple, pose un problème, mais que justement, les psychiatres féminines, voire féministes, considèrent comme une victoire de réduire l'écart entre le nombre d'autistes filles et garçons, en considérant que c'est sous-diagnostiqué parce que les filles sont plus sociables, etc. Donc on les sous-diagnostique autistes et que, au contraire, on est parti de... il y a 30 ans, on était à 1 pour 6. Ensuite, ça s'est réduit à 1 pour 4, c'est-à-dire 4 fois plus de garçons que de filles autistes. Et là, en particulier les psychiatres anglaises sont à la pointe de la question. Et on considère qu'il faut réduire maintenant à 3, 1 pour 3, et on considère qu'on va pouvoir, en changeant la définition de l'autisme, inclure plus de filles dans la catégorie. Ça, pour réduire ces questions et de ramener ça vers une égalité foncière. Par ailleurs, je crois que dans les féminismes, la question, ce que notait Lacan, effectivement, le discours de l'hystérie, c'est la façon dont Lacan a noté le discours féministe comme tel, dans la mesure où, en effet, il y a un universel, la femme, qui est soutenue. Alors, c'est une question, et ça a beaucoup quand même, le discours de l'hystérie comme tel a une incidence dans nos sociétés quand même très remarquable, puisqu'en effet, l'égalité des droits, la façon dont cette égalité des droits s'est maintenant répandue sur disons, les sociétés occidentales ou occidentalisées, a changé et continue à changer un certain nombre de choses de façon radicale. Et donc, c'est de dire en effet que, par contre, la question portant sur une femme, en effet, et non pas sur la femme, là, par contre, c'est ce que Lacan a donné comme, si je puis dire, comme mission,
au discours psychanalytique de pouvoir, en effet, vous le disiez, de soutenir cette place-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment.